Bonjour à tous et merci d'être venus assez nombreux ce soir. Donc là, je vais vous présenter rapidement l'association des collecteurs qui vous invite à cette rencontre. On est un groupe de lecteurs qui fonctionne non depuis 2011 mais qui sommes réunis en association indépendante depuis la rentrée 2015, donc c'est assez récent. Notre but, c'est de partager nos lectures. Donc, une fois par mois, nous nous réunissons le samedi matin pour parler longuement de tout ce qui nous a plu dans nos lectures du mois. Et 3 ou 4 fois dans l'année, donc ça c'est la 4e finalement, nous avons décidé de vous proposer des rencontres publiques avec des auteurs, avec des traducteurs, avec des éditeurs, pour partager avec eux leur passion du livre et de réussir à dialoguer et de comprendre comment fonctionne toute cette chaîne qui, au bout du compte, nous procure beaucoup de plaisir, puisque c'est le plaisir de lire qui nous rassemble. Donc aujourd'hui, c'est Josiane Guanchas, qui est donc une de nos collectrices, qui nous a proposé d'organiser une rencontre avec l'équipe d'Angela Biancofiore, qui est une professeure de l'université Paul Valéry, professeure de langue italienne, et qui va donc nous présenter un aboutissement d'un de ses travaux avec ses étudiants. Donc je cède tout de suite la parole à Josiane pour qu'elle nous explique un peu plus qui sont nos invités et pour pouvoir partager avec eux. Alors je ne sais pas si je dois prendre vraiment un micro ou pas. Vous m'entendez? Oui. Vous avez besoin de micro. Alors donc... oui, voilà. Alors donc, Laurence vous a présenté donc cette magnifique équipe et qui a construit un projet et qui l'a conduit à son terme. Et donc, Angela Biancofiore, Laurence vous l'a dit, est professeure d'italien à l'université Paul Valéry. Il y a 2 de ses doctorants qui sont Sondes Ben Abdallah ici et Romano Suma. Et également s'est joint à l'équipe Manon Renz, qui elle fait des études de spécialisation en traduction, qui est traductrice. Et puis nous avons également ici le seul homme de l'équipe, mais il est important, c'est Michel Ecar-Elial. Absolument, c'est Michel Ecar-Elial qui est à la fois le directeur de la revue Le Vent, et qui est poète, qui est traducteur lui-même de l'hébreu et qui dirige les éditions Le Vent. Voilà, donc c'est une superbe équipe qui a mené ce projet magnifique. Alors, nous allons d'abord faire une première partie en étudiant les fondations de ce projet, c'est-à-dire tout ce qu'il y avait en amont de ce projet, qui est très intéressant, et puis ensuite on rentrera dans la maison, on étudiera effectivement ce qui se trouve dans ce livre. Alors, je m'adresserai d'abord à Angela, bien entendu, pour lui demander de nous préciser, de nous dresser l'historique du projet, c'est-à-dire à la fois le pourquoi de ce projet, et puis ensuite, quand est né ce projet et comment il a évolué. Voilà. Bonsoir. Et merci Josiane, merci aux collecteurs. Je vois que c'est une association très très dynamique autour du livre et de la lecture. Mais merci aussi pour la question qui me donne l'occasion d'expliquer un peu notre travail commun. Ce projet est né avec la Comédie du Livre, il faut le dire aussi, parce que Michel, au mois de septembre, m'a sollicité en disant l'Italie est quand même à l'honneur de la Comédie du Livre, il faut faire quelque chose pour le public montpelliérain autour de l'Italie. Donc finalement, les interlocuteurs, c'est vous, c'est les lecteurs. Michel, c'est le vrai éditeur, on pourrait dire, de ce projet. Il m'a vraiment sollicité. Et depuis 5 ans, nous travaillons sur la littérature contemporaine italienne avec Romano, avec Sondes et avec notre équipe de recherche langue et littérature des Suds. Donc je me suis dit quand même, ça fait 5 ans qu'on travaille en équipe, on cherche des nouveaux romans, surtout dans le domaine de la narration. Je me suis dit, pour voir où va la littérature italienne aujourd'hui. Tout ce travail d'équipe a trouvé, on pourrait dire, son aboutissement naturel dans l'occasion que nous offrait
Michel, avec les éditions Le Vent, de cueillir ce fruit qui était pratiquement mûr pour le lecteur. Mais on ne pouvait pas réaliser ce projet sans l'aide d'une traductrice qui est ici, Manon, et qui nous a beaucoup soutenus parce que c'est vrai que Sondes et Romano ont plus l'expérience de jeunes chercheurs, de trouver la perle, le bon texte pour voir un peu quels sont les écrivains très intéressants aujourd'hui dans le panorama actuel qui évolue avec une vitesse extraordinaire et qu'il est difficile à saisir. Comme c'est quelque chose qui se transforme tout le temps. Donc c'est vrai que nous présentons qu'un panorama provisoire, mais quand même nous avons essayé de le montrer, ce panorama actuel. Donc c'est vrai, donc Sondes et Romano sont plus dans la recherche des textes, ils ont eux-mêmes traduit leurs textes, mais Manon, qui a la spécialité donc, de la traduction, nous a aidés vraiment pour rendre le style des auteurs et de montrer au public français que chaque auteur a sa propre personnalité, a son propre style. Donc c'est un aboutissement d'un long processus de choix de textes et à travers des tendances très particulières que nous avons donc choisies. Alors, seconde question. Comment est-ce que vous vous êtes organisé pour travailler? Voilà, je voudrais savoir comment vous êtes concerté, à quel rythme, à quelle fréquence, comment est-ce que ça se passait? Puisque ça a pris du temps, tu l'as expliqué, alors donc comment est-ce que vous faisiez régulièrement, quelle organisation au sein de l'équipe pour mener à bien ce projet? Ah oui, donc l'organisation s'est faite autour d'une idée très forte, l'idée qui est condensée dans le titre de l'anthologie, Soyons le changement que nous voulons dans le monde. C'est une phrase de Gandhi qui demande donc à chacun de nous de changer pour que le changement soit effectif dans le monde. Donc c'était quand même une phrase qui nous a inspirés tous, je pense, et parce qu'on ne voulait pas faire une anthologie de textes, une sorte de patchwork de textes comme ça juxtaposés. On voulait donner du sens. Le sens que donnent les écrivains italiens aujourd'hui. Mais pour donner du sens aux lecteurs, on pensait aussi aux écoles, aux collégiens, aux lycéens qui auraient pu découvrir à travers ce livre des auteurs. On pensait aux lecteurs comme nous, comme vous, qui ont envie aussi pendant l'été de s'amuser à découvrir des auteurs pour ensuite approfondir un auteur en particulier. Donc on pensait plutôt à un public très, très vaste, très large. Et donc l'idée qui devait nous mener, qui devait nous conduire à choisir les bons textes, devait correspondre quand même à cette idée, à cette devise, on pourrait dire, de Gandhi, qui nous incite à regarder en nous quand on veut changer quelque chose, quand on veut changer le monde, il faut quand même commencer par soi-même. Pendant des années, on a reçu à l'Université Paul Valéry des auteurs qui sont dans l'anthologie. Anselmo Botte, Laura Pugno, Baiani sont venus à Montpellier. On a discuté avec les auteurs. Eri De Luca, on l'a invité plusieurs fois à Montpellier. Donc on était en contact avec lui. Nous avons pu, effectivement, avec les étudiants en doctorat, dialoguer avec les auteurs parce que les auteurs devaient aussi se reconnaître dans ce projet. On ne pouvait pas faire une anthologie dans leur dos. Donc on a envoyé tout de suite la table des matières aux auteurs, aux écrivains. Est-ce que ça vous plaît? Parce qu'ils se trouvaient avec tel auteur, avec tel autre. Eh bien, on a reçu leur soutien. Les auteurs ont dit, ok, je me reconnais dans ce choix, dans cette perspective que nous avons donnée. Et donc, on s'est organisé de cette manière. 3 sections. Chacun de nous était chargé en fait, d'une section en particulier, littérature régionale et mondialisation, le dialogue avec les jeunes, l'écoféminisme, l'écologie et la littérature. Et chacune de ces sections devait offrir au lecteur un sens
critique, bien sûr, de la réalité actuelle du monde, de l'Italie en particulier, mais aussi des valeurs très positives. On ne voulait pas faire des textes qui ressassent sans cesse la critique, le négatif, voilà, ou bien le voyeurisme de la violence, dont on a parlé avec Josiane hier. Parfois, les polars insistent beaucoup sur les crimes, sur tout ce qui est... voilà, parfois ça peut paraître même gratuit, tant de violence dans la littérature. On voulait quand même donner un peu tous un sens positif. Surtout, je dis, attention, pensez même au jeune public. Et quel message on va leur donner? Est-ce que c'est un message constructif? Un message qui nous porte en avant, et pas qui nous fait régresser ou qui nous déprime. Voilà. C'est très important. Et avec cette idée-là, les textes ont été choisis et les auteurs on pourrait dire, on les a distribués dans ces 3 tendances. C'est un choix bien précis qui peut exclure bien sûr des grands écrivains qui ne sont pas dans l'anthologie, mais on a là aussi respecté certains critères. Est-ce que le public français connaît tel auteur ou tel autre? Donc, des auteurs sont connus, d'autres auteurs sont tout à fait à découvrir par le public français et peut-être par les éditeurs. Parce qu'on espère qu'à travers la Comédie du Livre, certains textes qui sont dans l'anthologie deviennent des romans traduits en français et que tout le monde puisse découvrir les ouvrages en entier. Alors justement, puisque tu parles des auteurs, j'ai remarqué que le spectre géographique est très large, puisqu'il y a des auteurs qui sont nés ou qui vivent dans de très très grandes villes, Milan, Rome, etc. Et puis dans des lieux plus sauvages comme la Calabre, ou dans les îles comme la Sardaigne ou la Sicile. J'ai remarqué également l'âge des auteurs. J'aimerais que tu nous en touches un mot, parce qu'il y a quand même des tranches d'âge très précises. Et puis j'ai remarqué aussi qu'il y a des auteurs femmes, peu quand même, par rapport à l'ensemble des auteurs masculins. Donc j'aimerais que pour ces 3 points-là, tu me dises si ça correspond à une volonté délibérée de choisir de cette manière-là, ou au contraire, au fur et à mesure que le projet s'annonçait, se faisait, se réalisait, eh bien, il y avait différents éléments qui apparaissaient et qui vous infléchissaient dans un sens ou dans un autre. Oui, j'ai mis le problème là. Alors, il y a effectivement des auteurs comme des vagues de génération. Alors, on a les auteurs nés dans les années 50. Par exemple, Eri De Luca, Carmine Abate, toute une série d'auteurs nés dans les années 50 qui sont plus connus par le public français, qui sont davantage connus par les lecteurs, mais dont nous avons choisi des inédits, bien sûr. Tout ce qui est dans l'anthologie est inédit en français. Ensuite, il y a une autre vague, les années 60. Il y a les auteurs nés dans les années 60, et encore une autre vague, des jeunes auteurs comme Baiani, Michela Murgia, nés dans les années 70. Donc il y a quand même des différences. Mais, et après, il y a toute jeune, la plus jeune écrivaine de l'anthologie, Dora Albanese, est née dans les années 80, 85. On voulait donc offrir au public français les auteurs qui ont publié plus récemment et voir en même temps ces différentes générations d'auteurs. Même s'il y a des différences de génération, il y a quand même une unité. Et c'est des auteurs qui souvent publient déjà ensemble. Par exemple, Michela Murgia et Baiani, ainsi que Laura Pugno, par exemple, publient dans la même maison d'édition Einaudi en Italie et ont déjà publié des travaux en commun, des récits par exemple. Donc on voit déjà qu'il y a une partie de ces auteurs se fréquentent et s'apprécient. Donc c'est vrai qu'il y a une tendance et nous avons, alors le mot tendance qui ne plaît pas à Josiane, voilà pourquoi j'ai voulu prendre le mot tendance, nouvelle tendance dans la littérature italienne contemporaine, dans le sens étymologique. Tension. La tension vers quelque chose, et pas comme une mode. Voilà. Pourquoi ces auteurs sont en tension? Parce qu'ils aspirent à quelque chose de différent,
parce qu'ils sont capables de critiquer une réalité actuelle, mais ils aspirent donc à un monde nouveau, un monde différent, à travers leurs écrits et leur engagement. Parce qu'il faut dire que c'est l'engagement qui est le mot qui réunit tous ces auteurs. Bon, pour la suite, tu as déjà évoqué le fait que vous ayez laissé de côté tout ce qui pouvait paraître négatif. Vous avez banni certains sujets, justement, certaines complaisances dans la violence, etc. Je le note. Il y a un détail au niveau des relations entre auteurs, éditeurs, lecteurs, etc., que j'aimerais que tu précises, parce qu'il y a quand même un très grand nombre d'auteurs. Comment est-ce que ça s'est passé au niveau des relations avec les maisons d'édition, qui ne lâchent pas comme ça facilement leurs partenaires? Est-ce que tu pourrais dire quelque chose à ce sujet-là? Eh oui, disons qu'avec l'expérience de la direction de revue et du travail de traduction, on a commencé par contacter directement les auteurs. Et les auteurs étaient honorés. Michela Murgia nous a dit « Je suis honorée d'être dans cette anthologie ». Eri De Luca aussi nous a dit qu'il était très très content d'y être et il a dit c'est une bonne nouvelle. Et Bayan nous a soutenus dès le début, il nous a souvent donné les adresses d'autres auteurs. Bref, il y a eu vraiment un soutien très fort. Les auteurs ont participé vraiment à cette anthologie, je l'ai senti comme ça. Et donc, du moment où l'auteur soutient le projet, les agents littéraires, les maisons d'édition, doivent, d'une certaine manière, céder les droits parce que c'est une tentative d'histoire littéraire. On ne prétend pas faire vraiment quelque chose d'exhaustif, mais modestement, nous avons essayé de faire une petite histoire littéraire de ce qui se passe aujourd'hui dans tout ce labyrinthe, on pourrait dire, du panorama italien. Nous avons choisi ensemble des textes intéressants en montrant des directions. Donc, les maisons d'édition ont apprécié ce travail et ils savent très bien qu'il n'y a pas beaucoup d'universités qui le font. Parce que les universitaires, souvent, préfèrent travailler sur des classiques et travailler, écrire sur des auteurs nés en 85, nés en 75. C'est un pari. On risque beaucoup de se tromper aussi. Donc voilà, on a là relevé ce défi. Peut-être on va se tromper, on ne sait pas. Mais on a essayé de débroussailler, de trouver des directions de la littérature contemporaine. Donc les maisons d'édition et les auteurs ont compris l'effort de recherche et l'effort de constituer une tentative d'histoire littéraire. Du coup, le roman qui sort chez Einaudi ou chez Mondadori, il se retrouve dans une orchestration et il retrouve son sens aussi au niveau de l'évolution. Donc c'est dans cette perspective que nous n'avons pas eu de difficultés, même s'il y a eu des négociations, des contrats qui ont été signés. Par exemple, la maison d'édition d'Eri De Luca nous a donné pendant 5 ans les droits d'exploitation de ces courts textes. Mais cela nous aide vraiment à mener à bien notre projet d'édition. Alors je m'adresse maintenant, tu n'as pas répondu pour la question des femmes, mais je pense qu'il y aura une spécialiste tout à l'heure qui prendra la parole et qui nous donnera quelques précisions sur le choix des auteurs femmes, n'est-ce pas? Alors je m'adresse maintenant à Michel. Michel, vous êtes poète, vous êtes éditeur, vous dirigez la revue Le Vent, et justement, dans ce recueil, mais Angela l'a expliqué, il n'y a pas de poète avec cette étiquette-là, mais il y a des textes très poétiques. Et j'aimerais justement avoir votre approche à ce niveau-là, au sujet de cette écriture de la littérature italienne contemporaine. Et puis également, j'aimerais avoir des précisions sur votre implication dans le projet réalisé bien par toute cette équipe magnifique. C'est vrai qu'on peut, en regardant un livre qui contient de la prose, se poser la question de la poésie. La question de la poésie, je me la pose, elle est à poser au niveau de l'écriture. La poésie est écriture du monde, peu importe sous quelle forme.
Il s'agit de poser la question de l'habitation au monde. La question qu'Angela pose dans l'introduction, dans sa préface, la question de la prise de parole par rapport au monde, de la responsabilité que l'écrivain a par rapport au monde, la manière dont il se saisit de sa vision du monde, dont il utilise l'écriture de sa langue pour porter plus loin une parole critique. La deuxième remarque que je fais, ce serait par rapport à ceux qui habitent la revue Le Vent et notre projet depuis 88, depuis quand même des dizaines d'années, c'est la perspective de l'utopie. Et c'est là où j'ai accueilli ce projet avec beaucoup de bonheur, puisque quelque part il venait souffler et réanimer notre propre projet, qui est d'insuffler dans une situation de crise qui est la nôtre. Nous sommes dans une crise, sinon dans une guerre, en Europe et ailleurs, où nous voyons une certaine image de la culture émerger, une culture, et là je veux revenir à l'étymologie, la culture c'est cultiver, ça vient de la terre. On a une culture de la destruction de la terre, de la destruction des hommes, de la destruction des valeurs. J'ai vu dans cet ensemble de textes qui consommaient tous, quelles que soient les générations, un renouveau de cette pensée de l'utopie, et qui m'a fait penser à la poésie, car jusqu'à présent, dans ma culture à moi, qui est la culture française, qui est la culture aussi de l'hébreu, la culture de ces pays-là, de cette région, de notre rive de la Méditerranée, la culture ne porte que des semences de destruction. Je voyais là des graines, véritablement, une culture qui annonçait, certes, faisait un état des lieux assez, pas dramatique, mais enfin assez concernant, parce que nous voyons bien il est la réalité dans laquelle nous vivons, la réalité de la destruction, du déracinement, de la précarité, d'une éducation complètement désorientée. Je voyais en même temps quelque chose se lever, un souffle et une vision du monde positive se lever qui venait réanimer notre propre sens à nous de l'utopie, de ce que nous devons dans l'écriture porter vers les hommes, vers la génération à venir. Alors j'ai relevé également dans la préface d'Angela cette manière de dire voilà, nous sommes là pour construire des ponts. Nous sommes là pour dire à la jeunesse, c'est-à-dire ceux qui attendent notre parole, que le dialogue est encore possible. Et ma foi, c'est ça la poésie. Alors justement, Michel, vous parliez de graines, vous parliez de projets, et moi je trouve qu'il y a dans l'ouverture de ce livre, dans la préface d'Angela, il y a une phrase que j'avais trouvée magnifique, et je lui demanderai peut-être d'apporter un petit quelque chose avant d'aborder les différentes parties avec nos autres partenaires. Angela dit ceci, écrit ceci: cette guirlande d'auteurs que les jeunes chercheurs Sondes Ben Abdallah et Romano Suma ont glané dans les champs ouverts de la littérature italienne contemporaine. Personnellement, quand j'ai vu cette phrase avec le terme « glaner », j'ai trouvé ça magnifique parce qu'il y avait à la fois quelque chose de très concret dans le fait de glaner, mais il y avait également cette magnifique image métaphorique, poétique, qui renvoie à la terre nourricière, c'est-à-dire la terre, ce que disait Michel, la terre qui nous propose des nourritures terrestres, mais il y a également des nourritures célestes, des nourritures spirituelles, et la littérature est une de ces nourritures spirituelles dont nous avons besoin, nous humains, pour avancer dans la vie. Angela, peut-être quelque chose de plus à dire à ce sujet? Oui, dans l'anthologie, il y a un texte de Henri De Luca sur la terre nourricière qui est vraiment très beau et qui restaure, on pourrait dire, cette vision d'une terre sacrée.
Il y a aussi l'essai de Bayani, dont nous avons traduit une partie, qui souligne le mot culture. Donc cultiver les graines, cultiver ces graines précieuses. Si on ne les cultive pas, si on ne prépare pas le terrain, toutes les valeurs se perdent. Donc la littérature sert aussi à cultiver la fraternité, la solidarité, l'amour de la terre, de la planète. Et c'est ce que font ces écrivains. Donc c'est les écrivains eux-mêmes qui m'ont fourni ces images. Par exemple, Carmine Abate, chaque fois qu'il veut montrer quelque chose qui a de la valeur pour lui, il se sert des proverbes paysans de la Calabre. Et ça enrichit énormément sa prose. Donc tout ce qu'il veut indiquer comme positif pour lui a la saveur du pain. Le pain fait à la main. Et reprend toujours ses adages de sa Calabre natale. Et donc c'est les écrivains eux-mêmes qui se sont tournés vers cet élémentaire et qui m'ont suggéré cette vision comme ça dans la préface. Et je voulais juste revenir sur quelque chose que tu disais, Josiane. Nous avons choisi des textes qui ne sont pas négatifs. Disons, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions où il y a de la négativité, comme les problèmes de la migration, les problèmes du chômage, de la mondialisation, mais ils sont abordés de manière positive. Donc c'est vrai que ce n'est pas voir une vision tout à fait positive du monde, mais savoir qu'on peut faire sa part. Parce que dire qu'on ne peut pas changer, des problèmes qui sont extrêmement présents, parce qu'on n'est pas à la hauteur de changer, c'est un peu une paresse. Et on évite, disons, cette tendance vers la paresse en disant l'écrivain fait sa part et il peut changer avec l'écriture. L'écriture, c'est aussi une action. Et je me rappelle un très bel entretien de Roberto Saviano dans Le Figaro. Il disait « Les critiques ne m'aiment pas parce qu'ils savent qu'avec l'écriture littéraire, je peux changer les choses. Je peux faire une action dans le monde, une action réelle. » Et c'est ça qui ne plaît pas à certains critiques littéraires italiens qui l'ont vraiment... qui étaient ses détracteurs. Et j'ai trouvé cette remarque très, très vraie, véridique. Et j'ai trouvé que quand la littérature devient action, ça pose problème. Parce que ce n'est pas un jeu fictif, un jeu artificiel. C'est pas commode. Voilà. Et donc, c'est des auteurs qui s'engagent personnellement avec l'écriture. Et nous avons voulu donc le montrer dans ce livre. Oui, et ce que tu dis est vrai également, c'est-à-dire que c'est pas une littérature de fuite, c'est pas une littérature non plus d'évasion, c'est une littérature qui est ancrée dans le réel, justement avec une très grande lucidité, et qui malgré tout porte un message effectivement et très belle au niveau de l'expression elle-même, et donc c'est en ce sens qu'elle est très intéressante. Voilà. Alors, merci Angela pour cette belle ouverture. Maintenant, nous allons rentrer dans la maison. Nous étions dans les fondations, maintenant nous rentrons dans la maison. Et nous allons commencer pour le faire par nous adresser à Romano Suma, qui est doctorant en études italiennes et qui prépare une thèse sur le travail dans la littérature italienne. Alors, Romano, je voudrais vous interroger sur cette partie en mondialisation et culture régionale. J'avais vu que c'était aussi cultures archaïques, à un moment donné, c'est devenu culture régionale. Alors évidemment, c'est quelque chose de très particulier. La mondialisation, nous connaissons également tous les problèmes qui sont liés à la mondialisation en France, n'est-ce pas? Alors donc, j'aimerais que vous nous précisiez quelle est l'attitude des auteurs que vous avez choisis par rapport à la mondialisation. Comment présentent-ils la mondialisation? Oui, alors bonsoir à tous. Pour commencer, je voudrais partir d'une considération, je voudrais dire même un paradoxe qu'on a remarqué, que j'ai remarqué pendant mes études de thèse. Donc, c'est un paradoxe qui a été aussi confirmé par un grand nombre de sociologues, de philosophes contemporains.
Donc, ces philosophes observent que plus, avec la mondialisation, plus on a un grand contact avec le monde, on a la facilité de voyager, de rencontrer des gens, la vélocité fait qu'on a réduit tout genre de différences spatio-temporelles, donc on a la facilité de rencontrer les gens. Mais de l'autre côté, on peut toujours plus observer une fermeture en soi-même. Les gens, justement, par le même fait qu'ils sont facilités à rencontrer des gens, ont peur de rencontrer l'autre, et donc on a tendance à se fermer et à nier, même dans certains cas, comme nous pouvons l'observer dans les textes, l'existence des autres. Donc, les auteurs réagissent de façon différente à la mondialisation. Il y a des auteurs qui tendent à défendre sa propre identité, mais d'une façon nouvelle. C'est-à-dire, d'un côté, il y a, oui, la défense de sa propre identité, mais en même temps l'ouverture vers les cultures, vers d'autres cultures. D'autres auteurs, par contre, ils adoptent directement les points de vue des autres, donc par exemple des migrants qui arrivent dans les territoires italiens et qui sont émarginés, parfois ils sont même victimes des formes très graves d'esclavage, et donc font l'effort de comprendre, de nous faire voir à travers les œuvres qu'il s'agit de personnes humaines, et il nous faut comprendre que souvent ils ne sont traités que comme des vraies machines musculaires. Et donc la littérature devient un moyen très important pour justement dévoiler l'humanité de ces sujets et faire comprendre que l'échange doit être pensé de façon constructive et non pas comme fermeture en soi-même. L'effet aussi d'avoir une autre identité doit devenir une richesse et pas une perte de sa propre identité, je trouve. Alors là, vous parliez justement d'identité, mais au niveau des langues, parce que le thème de cette première partie, c'est mondialisation et culture régionale. La culture régionale passe par la langue régionale, et les langues régionales sont diverses en Italie. Le calabré, ce n'est pas le sicilien, ce n'est pas dans la plaine du Pô, ce n'est pas... Donc c'est très différent. En principe, une langue régionale est quelquefois considérée ou connotée comme passéiste, comme ancienne, comme, disons, un vestige de quelque chose. Justement, je voudrais que vous me précisiez là à quoi ça correspond dans les œuvres. Je parle au niveau d'une écriture de la langue. Je voudrais savoir comment les auteurs italiens gèrent cette béance entre mondialisation et écriture régionale. Je voudrais que vous me l'expliquiez, ça, que vous nous ouvriez là. Oui, alors oui, en fait, on peut remarquer aussi une grande richesse en langue, et les textes que nous avons choisis sont représentatifs et emblématiques de cette richesse. Les auteurs choisissent de se confronter d'une façon différente avec la question de la langue. Donc nous avons des écrivains comme Evelina Sant'Angelo qui écrivent son roman Senza Terra dans une forme qui est un dialecte sicilien, mais un mélange entre italien et dialecte sicilien. Elle fait l'effort de décrire de façon réaliste la manière de parler des gens siciliens. Mais en même temps, elle fait aussi l'effort de comprendre les migrants qui se trouvent dans les territoires siciliens, parce que la Sicile est depuis toujours une île au carrefour de migration, immigration. Et donc nous avons choisi par exemple un texte dans lequel est adopté le point de vue d'un migrant, et donc aussi un passage du Coran, pour faire comprendre que d'un côté, donc, il y a les Siciliens, l'exigence ressentie d'écrire dans les dialectes siciliens, de l'autre côté aussi d'illustrer les Corans, donc la religion des islamistes, donc c'est une ouverture. D'autres auteurs tels que Anselmo Botte
font une autre opération, il fait parler directement les migrants, mais il se comporte comme un médiateur, c'est-à-dire les migrants lui font des confessions et après c'est lui qui gère entièrement la langue. Donc il s'agit dans ces cas-là justement uniquement de faire voir le point de vue à travers par contre la langue italienne. Donc il y a d'autres auteurs comme Michela Murgia qui dans son roman Il mondo deve sapere, qui est une œuvre qui parle du travail dans les call centers, défendent le fait que la langue est en quelque sorte, devienne dans le monde des centres d'appel une façon uniquement pour tromper les clients et les travailleurs eux-mêmes. Donc ils disent qu'il a la nécessité de se réapproprier de la langue qui, dans les mains des grandes entreprises, ne devient qu'une façon pour tromper et pour amener donc à la destruction aussi de la subjectivité, si nous voulons. J'en reviens à la langue régionale, dont vous avez parlé, mais qu'est-ce que le fait d'utiliser, j'en parlerai aussi tout à l'heure aussi avec Manon précisément, mais le fait d'intégrer dans un écrit la langue régionale correspond à quel défi? Parce que c'est un défi. Que veulent-ils dire? Parce que tout à l'heure j'utilisais à dessein et un peu pour provoquer le terme de passéiste. Que veut dire l'utilisation, l'imbrication, le fait d'utiliser comme une greffe dans un texte des termes soit calabrés, soit siciliens et autres? Qu'est-ce que ça prouve par rapport à la langue de la mondialisation qui, on le sait, est une langue, entre guillemets, presque impérialiste, avec une espèce de jargon particulier. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Oui. Comment le voyez-vous? Oui, alors personnellement, je trouve que la façon de parler dans sa propre langue, c'est une façon aussi de ne pas perdre son identité et donc son histoire, ses racines, mais sans avoir peur justement de rencontrer les autres. Mais les vrais ennemis, je veux dire, duquel il faut se défendre, c'est la langue fausse et imposée des grandes entreprises, par exemple, qui ne cherchent que à détruire ta propre personnalité en fonction uniquement du fait de vendre des produits et d'imposer le capitalisme à niveau mondial. Donc, le fait d'écrire dans sa propre langue, parfois, est même ressenti comme une exigence primaire par les écrivains. Je pense par exemple à Cosimo Argentina, qui écrit dans les dialectes des Pouilles, de ma propre région. Il a déclaré aussi une chose qui est très importante. Il a dit qu'il se rend bien compte du fait qu'en écrivant dans les dialectes des Pouilles, il a perdu un nombre de lecteurs, mais il dit que l'histoire ne pouvait pas être écrite dans une autre façon. Parce qu'il a voulu vraiment décrire la réalité, dans ce cas-là, des Lucines, des Tarentes, d'une façon très réaliste. Donc il a voulu montrer vraiment comment les gens parlent. Et il a même dit que la façon de parler propre des ouvriers tarentiens, c'est une façon de défendre la catégorie ouvrière. Le fait que nous sommes fiers d'être ouvriers ne fait pas partir d'un monde nouveau et tous égaux, mais on a notre propre histoire, notre propre racine, et une façon très importante pour le défendre, c'est justement la langue. Donc c'est un acte de résistance. C'était ce que je voulais vous faire dire. C'est un acte de résistance en fait. C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui, je vais juste rajouter pour positionner par rapport au public français. Pour la majorité des écrivains italiens, le dialecte, les langues régionales, c'est la langue maternelle. Après vient l'italien. Pour Eri De Luca, la langue maternelle, c'est le napolitain. Pour Carmine Abate, c'est l'albérèche, l'albanais parlé par certaines parties de la Calabre. Et pour Michela Murgia, le sarde. Donc, et il faut placer la littérature italienne, c'est pour ça qu'on a insisté, on a ouvert l'anthologie avec culture régionale et mondialisation, pour mettre l'accent sur le fait que les Italiens parlent beaucoup le dialecte, même dans la vie quotidienne, et que les écrivains, dans leur tête, traduisent quand ils écrivent.
Donc il y a un échange permanent. Et alors, ils arrivent aussi, à travers le contexte, à faire comprendre les mots en sarde, les mots en calabré, les mots en arberèche, en napolitain. Ils trouvent la manière de faire passer le dialecte, malgré la difficulté, mais avec une expression qui nous permet d'accéder. Et c'est pour ça qu'on peut expliquer le phénomène Camilleri. Camilleri, c'est un best-seller en Italie, et non seulement en Italie, et pourtant, il y a un bon pourcentage de mots en sicilien. Mais les Milanais peuvent lire Camilleri. Merci Angela, merci Romano. Vous avez peut-être, Romano, je souhaiterais que vous nous lisiez un petit extrait en italien, bien entendu, avec la traduction qui l'accompagne. Oui, ok, je commence par l'italien. Oui, tout à fait. J'ai la belle langue italienne, tout à fait. Ok, donc c'est un texte qui s'appelle Storia della mia gente, et l'auteur c'est Edoardo Niesi, c'est un texte qui a gagné le prix Strega, c'est les plus importants, les plus prestigieux prix littéraires italiens, et donc il parle à la première personne de l'histoire de l'entreprise de sa famille. C'était une entreprise du secteur textile qu'il était obligé de fermer suite à la globalisation, à la concurrence des marchés chinois en particulier. Et donc l'auteur s'oppose avec acharnement à cette mondialisation, et donc il ne s'oppose pas au fait d'être envahi, si on peut utiliser ce terme, par les Chinois, mais surtout il s'oppose notamment au fait d'avoir une concurrence qui ne reconnaît pas tout un système de valeurs et qui tend uniquement au profit, même qui ne reconnaît pas l'histoire et la qualité, par exemple, des secteurs textiles. Et cela nous fait comprendre aussi que la globalisation est une façon pour annuler toutes les différences. Et donc l'auteur parle dans ce texte justement de la nécessité, au contraire, d'exalter les différences et tout genre d'identité, de spécificité. Et donc le secteur textile était une façon pour le faire. Donc je commence à lire. Dunque, queste fandonie ottimistiche non rappresentavano che i corollari della favola bella che ogni giorno, per anni, c'era stata raccontata dai giornali, dalle televisioni, dalle radio, e che voleva il mondo ormai spiegato, risolto, uno, il mondo di Bono Vox, un incubo distopico in cui le differenze tra le persone e gli stati, le sacrosante, ferree differenze storiche, economiche, culturali, religiose, linguistiche tra persone e paesi distanti migliaia di chilometri e figlie di storie e culture completamente diverse, si sarebbero stemperate prima e dissolte poi in una dorata utopia in cui tutti gli abitanti del mondo sarebbero stati cittadini di un unico impero, sedati dalla pubblicità e imboniti dalla televisione, clienti perfetti del paradiso delle multinazionali perché indottrinati ad avere gli stessi gusti, consumatori felici di mangiare ovunque lo stesso hamburger senza sapore, di vedere gli stessi film senza storia e di sentire la stessa musica di plastica, di passare le giornate a chiacchierare di nulla su internet e di non leggere neanche un libro, di mettersi addosso la stessa pallida imitazione di moda e di parlare tutti la stessa lingua senza però avere più nulla da dire. Je lis maintenant en français notre traduction. Donc, ces mensonges optimistes ne représentaient que les corollaires de la belle fable qui chaque jour, pendant des années, nous avait été racontée par les journaux, les télévisions, les radios, et qui voulait le monde désormais expliqué, résolu. 1. Le monde de Bonovox, un cauchemar dystopique dans lequel les différences entre les personnes et les États, les sacro-saintes, inébranlables différences historiques, économiques, culturelles, religieuses, linguistiques, entre personnes et pays éloignés de milliards de kilomètres, et fruits d'histoires et cultures complètement différentes, auraient été d'abord délayées et ensuite dissoutes dans une utopie dorée dans laquelle tous les habitants du monde auraient été citoyens dans un unique empire, drogués par la publicité et bonimentés par la télévision, clients parfaits du paradis des multinationales,
car endoctrinés d'avoir les mêmes goûts, consommateurs heureux de manger partout les mêmes hamburgers sans saveur, de voir les mêmes films sans histoire et d'écouter les mêmes musiques de plastique, de passer des journées sur Internet à bavarder de rien et de ne pas lire un seul livre, d'endosser la même pâle imitation de mode et de parler tous la même langue, mais sans savoir plus rien à dire. Merci. Merci Romane. Merci beaucoup. Alors, je voudrais m'adresser maintenant à Manon Rennes, qui fait des études de traduction, en traduction. Je voudrais donc... vous êtes très sensible au rôle de passeur qu'est le traducteur, puisqu'il fait passer d'une langue à une autre. Il y a une phrase que vous avez prononcée dans le court texte que vous avez écrit au début de ce livre, et je vais vous la lire et vous allez comprendre pourquoi, d'où vient l'intérêt. Alors, Manon dit ceci: à qui le traducteur doit-il jurer fidélité? À l'auteur ou au lecteur? Il n'existe, dit Manon, qu'une seule réponse possible. Le traducteur est polygame. Il a juré fidélité à deux êtres qui lui sont indispensables, vitaux. Fidélité à l'auteur, fidélité au lecteur. Alors, bien entendu, déjà le mot fidélité, il y a un paradoxe au niveau du mot fidélité, mais j'aimerais que vous en expliquiez davantage au sujet justement de ce rôle du traducteur. J'ai été frappée, ceci étant, avant que vous n'abordiez votre réponse, du fait que vous parliez de l'auteur et du lecteur et pas des œuvres. C'est-à-dire, vous passez d'un être qui écrit à un être qui va lire, je veux dire. Et ce n'est pas au niveau de l'œuvre. Vous ne parlez pas de l'œuvre reçue et de l'œuvre ensuite proposée. Hein. Donc j'aimerais que vous vous expliquiez à ce sujet. Bonsoir à tous. Donc c'est vrai que la phrase que j'ai écrite dans cette fameuse note, disons, je dis qu'il n'y a qu'une seule réponse possible. C'est vrai que ça reste mon avis, parce que beaucoup d'autres traducteurs ou même certains de mes professeurs pensent, pour certains, qu'il faut jurer fidélité plutôt au lecteur et d'autres plutôt à l'auteur. Moi, j'aime bien cette notion, on va dire, j'ai dit polygamie, mais c'est-à-dire vraiment d'essayer au maximum de rester fidèle vraiment aux deux. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on a parlé avant des dialectes, c'est un sujet justement où là on peut parler de la fidélité dans le sens où on pourrait penser que pour le bien-être du lecteur, c'est peut-être mieux de traduire le dialecte ou de lui faire, on va dire, de tout lui mâcher et puis de lui donner comme ça et il lit tout bêtement comme ça sans même forcément se poser des questions. Alors que si on reste aussi fidèle à l'auteur qui a voulu absolument mettre le dialecte dans son œuvre, c'est sûr, c'est peut-être un peu plus difficile pour le lecteur, pour sa compréhension, mais c'est absolument nécessaire parce que si l'auteur a fait ce choix-là, c'est qu'il y a une bonne raison. Que ce soit pour une raison personnelle, que ce soit pour des raisons pour l'œuvre ou pour le rendu, c'est de toute façon, il y a une raison et à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut garder. Ensuite, donc, comme vous disiez, c'est vrai que je parle beaucoup de la relation entre l'auteur et le lecteur. C'est vrai que dans cette note, j'en ai oublié l'œuvre parce que donc c'est pas du tout volontaire, mais je pense que quand on est traducteur, on est tellement obsédé par cet échange, on a tellement envie de faire le lien entre l'auteur et le lecteur. On a envie d'être transparent, de se faire oublier et du coup on pense seulement à cette relation et l'œuvre vient après. C'est sûr, c'est important puisque c'est celle-là c'est l'œuvre qui va être lue par le lecteur. Mais je pense que c'est vraiment un oubli, entre guillemets, dû à mon travail, entre guillemets, à ma passion de traductrice, je pense. Ouais. D'accord, merci. Et alors, d'autre part, vous avez traduit donc cet auteur calabrais
qui s'exprime en arbérèche, en langue arbérèche. Pourriez-vous expliquer en quoi consiste cette langue et vous l'avez traduit. Et donc j'aimerais savoir, effectivement, vous avez été confronté quand même aux affres de l'inconnu, parce que là, je suppose que vous ne pratiquiez pas la langue arbérèche. Voilà. Alors je voudrais bien que vous expliquiez ce qu'il en est pour la langue, et puis ensuite nous dire effectivement comment vous vous êtes prise pour traduire ça. Alors, du coup, dans le cas de Carmina Abate, donc c'est vrai que c'est compliqué dans le sens, bon, déjà, quand on est traducteur, forcément, on se retrouve confronté donc, à des dialectes qu'on ne connaît pas forcément. Moi, personnellement, je connais plus le sarde, mais du coup, les autres dialectes me sont complètement inconnus. Et du coup, bien sûr, c'est la première chose qu'on voit. Quand on va lire un texte, on va traduire. Quand on voit des mots qui sont en dialecte ou même des mots parfois qui sont transformés, moitié italien, moitié... ou tout simplement, par exemple, il me semble que c'est justement dans l'œuvre de Carmina Abate, où il utilise des mots, par exemple, pour dire... il va pas dire polonais, mais il va dire polonin, enfin, j'invente, mais pour vous montrer que là, c'est même plus du dialecte, mais c'est pour faire comprendre que c'est quelqu'un qui ne parle pas italien, qui essaye de parler italien. Donc, tous ces petits mots, y compris le dialecte, là, je dirais que le choix dépend de la longueur. Est-ce que c'est quelque chose de récurrent dans le texte ? Est-ce qu'il y a beaucoup de dialectes ? Donc, dans ce cas-là, est-ce que c'est, comme disait avant Angela, est-ce que le contexte... Est-ce que cela permet de comprendre ? Parce que si cela permet de comprendre le mot en dialecte, alors bien sûr, moi personnellement, je fais le choix de laisser le mot en dialecte. Après, en plus, je sais que les éditeurs, et pas seulement les éditeurs, mais aussi beaucoup de mes professeurs, n'aiment pas qu'on traduise en mettant trop de notes de bas de page. Donc s'il y a beaucoup de dialectes, je vous laisse imaginer, après il y a plus de notes de bas de page que... Voilà. Après, on a choisi parfois, en se concertant donc avec Angela, de rendre un petit peu en français ces maladresses que l'auteur avait mis en italien, comme je dis, oui, par exemple, on dit un straniero en italien, étranger en français. Et donc on a décidé de rendre étrangero, parce que c'est comme ça que lui l'a mis dans le texte, l'a écrit dans le texte. Donc là, il y a vraiment une volonté de l'auteur qui, à mon avis, doit être absolument respectée. Et donc là, je me place du côté de l'auteur. Merci. Alors donc, on parlait... Il s'agit d'auteurs vivants. Tous les auteurs sont contemporains, donc les traducteurs pouvaient parler par email aux auteurs. S'ils avaient des problèmes, c'est ça aussi qui a fait que Manon a été en direct contact avec les auteurs comme Roman et comme Sondel. Alors, l'autre question, c'est que là, on parlait des affres de la traduction, c'est-à-dire quand c'est difficile, quand il faut effectivement comprendre ce qui est dit, mais il y a également une jouissance à traduire. Et je pense que vous avez eu à un moment donné aussi un vrai coup de cœur quand vous avez vu certains textes, cette jouissance-là de vouloir traduire ce texte-là parce que vous le sentiez vraiment, vous le savouriez. Qui, par exemple, comment, enfin, expliquez-nous cela un petit peu. Alors, déjà, c'est aussi parce que, donc bien sûr, quand on est traducteur, en général, c'est parce qu'on aime beaucoup lire, donc forcément, au début, quand je me retrouve devant le texte, je ne me demande pas « donc ce texte, je vais le traduire ». Non, je le découvre vraiment en tant que lecteur, tout simplement. Et effectivement, il y a des textes qui ont été coup de cœur dès le départ et qui ont... quand on a fini de le lire, on s'arrête et on fait « waouh ». On n'a pas de mots, on est complètement abasourdi. Et il y a d'autres textes qui sont un peu plus difficiles à comprendre, un petit peu plus tortueux, et qui, pendant justement la traduction, pendant qu'on le traduit, c'est là qu'on se rend compte de la richesse du texte et de l'impact du texte. Par exemple, celui de Evangelina Sant'Angelo, Senza Terra. Celui-là, quand je l'ai lu au début, alors il était, ce dont tu as parlé Romano avant, il y avait justement des extraits du Coran, et du coup, au début, c'était tellement plein de choses, tellement...
que j'avais du mal à rentrer dans le texte et je me suis dit ça va être difficile de traduire ça. Et en fait, pendant la traduction, quand il a fallu faire des travaux de recherche justement pour savoir d'où venaient ces phrases, qu'est-ce qu'elles voulaient dire, pour savoir quelle traduction adopter, est-ce qu'il y avait une traduction officielle, etc. C'est à ce moment-là, quand j'ai vu après le résultat en français et tout ce travail, que j'ai eu vraiment un coup de cœur pour ce texte. Après, il y a d'autres textes, comme par exemple celui de Corona, donc qui est un petit peu, bon, on va pas dire de la science-fiction, mais qui imagine comme si c'était la fin du monde, comme s'il n'y avait plus de pétrole. Et c'est pourtant pas un sujet qui me passionne d'habitude, puisque je suis plutôt réaliste, etc. J'aime pas trop la science-fiction. Mais là, pour le coup, c'est quelque chose dont les premières lignes m'ont complètement absorbée. Et je crois que c'est peut-être le texte que j'ai pris vraiment un plaisir énorme, comme j'avais encore jamais pris en traduisant. Vraiment, c'était, je voulais pas que ça s'arrête, je voulais que ça continue encore. Alors, merci pour la traduction, les explications que vous nous donnez. Et maintenant, j'aimerais vous interroger quand même aussi sur cette partie du livre qui s'intitule « Un dialogue possible avec les jeunes ». L'adjectif déjà possible m'a interpellée. C'était pas un dialogue avec les jeunes, un dialogue possible avec les jeunes. Pourquoi possible avec les jeunes? Ben, à mon avis, possible parce que je pense que ce soit les jeunes ou les personnes beaucoup plus âgées, ou même moins âgées, je pense que tout le monde, on s'est dit à un moment, surtout dans ces derniers mois, ces dernières années, cette nouvelle génération, on la comprend pas, eux ils veulent pas nous comprendre non plus, de toute façon c'est foutu, on se comprend pas, et donc c'est même pas la peine d'essayer de communiquer et de parler. Et en fait, là, on a choisi de dire qu'il y a un dialogue possible parce que justement, ces auteurs et leurs œuvres qu'on a choisi de traduire, eux, ils ouvrent une porte. Et leurs écrits, à mon avis, rendent possible le dialogue et surtout nous font comprendre et font comprendre aux lecteurs qu'il y a vraiment une possibilité de dialogue, peut-être qu'on croyait même perdu d'avance. Oui, j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs, c'est vous qui avez traduit un texte de Lodoli. C'est celui-là que je vais... J'ai trouvé ça absolument magnifique. Donc, je pense que vous aussi, vous avez préparé peut-être un texte que vous allez... Alors, je vais le lire en italien et puis en français. Donc, justement, c'est le texte de Marco Lodoli, voilà, qui à la base est un article qui a été publié dans le journal La Repubblica et en 2012, donc c'est pas si récent que ça, et pourtant, où il parle justement de façon très explicite justement de cette cultura umanistica qu'il l'appelle, et il dit, le titre d'ailleurs en italien est assez dur, hein, de quelque part, il dit Addio cultura umanistica, per i giovani non ha senso. Donc adieu culture humanistique, pour les humanistes et pour les jeunes, ça n'a aucun sens. Donc un titre qui a l'air pourtant assez noir, comme si il n'y avait pas d'espoir et pas de dialogue possible justement. Et pourtant on se rend compte, donc je vais vous lire justement la fin donc de ce passage, donc d'abord en italien qui dit La cesura è netta, un taglio secco, del passato non si recupera quasi nulla. La cultura umanista finirà tutta quanta in una bella mostra a Roma o a Firenze e ci sarà la fila per ammirare il cadavere mummificato. Ma i ragazzi stanno tutti altrove, davanti a qualche schermo acceso, su qualche aereo che vola sul mondo, in un futuro che allegramente, superbamente se ne frega di ciò che è stato e che non sarà mai più. Non è detto che questo dichiarato disinteresse per la tradizione sia una pura sciagura. Il mondo cambia di continuo, a volte lentamente, per passaggi quasi impercettibili, a volte in modo brusco, in una sola stagione, in un minuto. I nostri ragazzi leggono altri libri, ascoltano altra musica, amano e odiano in un altro modo, ragionano seguendo strade invisibili e noi adulti non dobbiamo solo rimproverarli perché non conoscono Chekhov o Debussy, Pasolini o Bob Dylan, dobbiamo invece assolutamente capire dove stanno andando.
Perché ci salutano senza nemmeno voltarsi? Perché non si fidano più della nostra cultura? Oggi loro sentono che la vita è altrove e la memoria non basta a reggere l'urto con le onde fragorose del mondo che sarà, che è già qui. Serve energia e quella non la trovi più nei cataloghi et nei musei. Je vais vous lire le passage en français. Il n'est pas dit que ce désintérêt déclaré pour la tradition... La césure est nette, une coupure sèche. On ne récupère presque rien du passé. La culture humaniste finira tout entière dans une belle exposition à Rome ou à Florence, et il y aura la queue pour admirer son cadavre momifié. Mais les jeunes sont tous ailleurs, devant un écran allumé, dans un avion qui survole le monde, dans un futur allègre et suffisant qui se fiche de ce qui a été et ne sera jamais plus. Il n'est pas dit que ce désintérêt déclaré pour la tradition soit une pure catastrophe. Le monde change sans arrêt, parfois lentement, par des passages parfois imperceptibles et parfois brutalement, en une seule saison, en une minute. Nos jeunes lisent d'autres livres, ils écoutent une autre musique. Ils aiment et détestent différemment. Ils raisonnent en suivant des routes invisibles, et nous les adultes, nous ne devons pas nous contenter de les blâmer parce qu'ils ne connaissent pas Tchekhov ou Debussy, Pasolini ou Bob Dylan. Au contraire, nous devons absolument comprendre où ils vont, pourquoi ils nous disent au revoir sans même se retourner, pourquoi ils n'ont plus confiance en notre culture. Aujourd'hui, ils sentent que la vie est ailleurs et que la mémoire ne suffit pas à supporter l'impact des vagues fracassantes du monde qui sera et qui est déjà là. Il faut de l'énergie, et cette énergie-là, on ne la trouve plus dans les catalogues et les musées. Merci Nadia. Voilà. Je voulais juste rajouter une petite chose par rapport justement aux auteurs. C'est en lisant que ce soit Marco Rodoli ou Andrea Baiani, quand on parle de dialogue possible, c'est là qu'on voit en fait une chose très importante, c'est que le commun des mortels a l'habitude de chercher un coupable. On veut toujours chercher un coupable. C'est la faute des parents qui ne les ont pas bien élevés, c'est la faute de Facebook, des réseaux sociaux, c'est la faute de la télévision. Et en fait, plutôt que de chercher un coupable, eux ils essayent de chercher non seulement une explication, pourquoi, et en plus ils essayent de nous proposer des solutions. Voilà. Merci Manon, cette réflexion est très intéressante d'ailleurs. Je vais me tourner maintenant vers Sondes Benatala, qui est à ma gauche, qui elle est également doctorante en études italiennes et qui prépare une thèse sur l'écologie et la femme. Alors tout à l'heure, Angela n'a pas répondu à la question, il y a moins de femmes dans ce livre que d'hommes. Je voudrais bien entendu que vous exploriez ce sujet-là. La femme, d'une part la femme en tant que genre aussi, parce que Eri De Luca parle aussi des femmes et des hommes, et également des femmes auteurs. J'ai remarqué que Sondes avait traduit 6 femmes qui se trouvent dans ce livre. Donc l'implication est très grande à ce sujet-là. Eh bien, écoutez, allez-y, présentez-nous donc la femme italienne, la femme auteure, et puis la maternité également. Bonsoir. En fait, oui, je n'ai traduit quasiment que des femmes dans l'anthologie. C'est des femmes écrivaines sur qui je travaille pour ma thèse. Je me suis intéressée aux écritures féminines parce que, en m'intéressant plutôt à la littérature italienne contemporaine, j'ai remarqué que les femmes ont un rapport différent avec la littérature. Elles ne sont plus dans la littérature pour elles n'est plus un moyen d'émancipation ou d'auto-affirmation. Elles n'ont plus ce rapport conflictuel et frustré avec la littérature, mais plutôt un rapport d'amour, une relation d'amour, un rapport intime, comme on a dit en introduction, une stratégie de survie. En fait, ces femmes ne répondent plus à la question qu'est-ce qui est juste, mais qu'est-ce qui est important aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que hommes et femmes, enfants, toutes les espèces sont encore là, existent, sont encore sur Terre et continuent d'y être. Et donc ce rapport à l'écologie, cette approche nouvelle,
Donc cette approche nouvelle m'a beaucoup intéressée chez ces femmes et donc c'est pour ça que j'ai choisi de travailler uniquement sur des femmes écrivaines. Voilà. Je peux dire une petite chose, c'est que parmi ces femmes auteurs, eh bien, il y a notamment, je ne me souviens pas de son nom, Michela Muggia, qui s'est présentée à la présidence de la région Sardaigne, quand même. Je veux dire, ce sont des femmes très ancrées dans le réel. J'ai remarqué également, et tout à l'heure nous aurions dû l'aborder, mais j'ai oublié de vous poser la question, mais il y a également des femmes qui écrivent en italien, mais qui ne sont pas italiennes d'origine. Il y a notamment, rappelez-moi les noms. Ouais, donc en fait, il y a en Italie aujourd'hui, il y a deux groupes de femmes qui écrivent. Il y a les femmes italiennes, comme Laura Pugno, Michela Muggia, mais il y a aussi une autre génération de femmes qui ont décidé de vivre en Italie et d'écrire en italien, comme Cristiana De Caldasbrito, qui est brésilienne et qui vit à Rome et qui écrit en italien, comme Leila Wadia, qui est indienne. Et donc il y a ce mélange intéressant. Il y a surtout, en fait, ce qui m'a intéressée, c'est que ces femmes qui ont immigré, elles racontent les expériences de femmes semblables à la leur, en fait, et elles font ça à travers l'écriture. J'aimerais que vous abordiez aussi le problème, disons, l'existence de la maternité. Comment est-elle perçue par ces auteurs femmes, ou peut-être même par des auteurs masculins dans ce livre? C'est quand même l'approche, me semble-t-il, est très intéressante et nous interpelle. Oui, en effet, la maternité est très présente. D'ailleurs, le texte que j'ai choisi de lire, ça s'appelle Altre Madri, d'autres mères. Et donc, oui, dans ces écrits féminins, le rapport à la maternité est représenté comme un rapport aux racines, à la nature et à la patrie, parfois. Dans la nouvelle de Cristiana De Caldasbrito qui s'appelle I due falò, les deux feux, en fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui tombe enceinte d'un chêne, un arbre sur lequel elle grimpait tous les soirs pour lire. Et donc là, il s'agit d'une grossesse mythique. C'est la rencontre entre l'humain et le non-humain. Et tout ça, cet ensemble-là, a trouvé, comme le dit l'auteur dans le texte, l'humidité et la chaleur nécessaires à sa croissance dans le ventre d'une enfant. Et c'est comme disait Manon, c'est peut-être de la science-fiction, mais c'est une histoire magnifique dont j'ai eu beaucoup de foudre quand je l'ai lue. Alors Sandes, merci pour ces explications-là. Y a-t-il parmi ces auteurs, je vais poser la même question qu'à Manon, justement une femme, une auteure que vous avez eu des difficultés peut-être à traduire et une autre peut-être avec laquelle vous vous êtes senti tout de suite en accord et vous aviez envie justement d'aller au bout de cette traduction pour faire connaître. Parce que traduire, c'est aussi faire connaître aux autres, c'est aller vers le lecteur. Donc, est-ce que vous pouvez nous préciser cela ? Une écrivaine avec laquelle j'ai eu des difficultés, je ne me rappelle pas beaucoup, mais je sais que le texte que je vais lire, D'autres mères, c'est un texte qui m'a beaucoup touchée et que j'ai voulu traduire tout de suite, même qu'on avait hésité au début, parce qu'avec Madame Biancofiore, on pensait que c'était peut-être un peu violent, mais après finalement on a craqué et on l'a traduit. Et, voilà, donc c'est un texte de Michela Muggia. Voilà. En fait, c'est un peu lent, donc je vais lire la version française.
donc Michela Muggia d'Outremer. Ma fille deviendra souvenir avant d'être projet, et elle accueillera le présent comme une graine reçue. Elle ne s'endormira pas avec les dessins animés, non. Je lui chanterai une berceuse pour qu'elle reste éveillée. Une berceuse pour qu'elle ne ferme pas les yeux. Parce que nous avons déjà beaucoup trop dormi, pendant que d'autres transformaient nos rêves en cauchemars de réalité. L'identité sera une musique, et je chanterai sur l'histoire que nous n'avons pas vue, tandis qu'elle nous tombait dessus comme une chose étrangère, quand le bandeau devient drapeau, et que nous oubliâmes avoir été des reines. Je lui dirai du temps où nous scrutions la mer, et les voiles, couleur safran, coloraient la mer que nous appelions Nostra. C'était nous qui pleurions la haine, tout en décidant la guerre. Quand les tours étaient des berceaux de pierre pour y abriter les fils, sévrés trop vite. Nous qui empoignions la bipène pour tracer les destins, quand les puits sacrés étaient des fleuves d'énergie cachée. D'autres mers dans le ventre secret de la terre. Nous qui décidions à quel mâle, homme ou enfant, donner le sein et ce que cela signifiait. C'était à nous d'éventrer les bêtes et d'en faire de la nourriture pour l'hiver autour du feu, car la vie sacrifiée était aussi la nôtre. À nous de refaire sur terre le soleil et la lune par des cercles de danse. À petits pas. Combien désirait être nus pour voir nos cheveux flotter au rythme d'une flûte en roseau. À nous, dans le silence des regards, de décider qui devait payer pour la tragédie du mort encore chaud à la maison. Et quand et comment, et par la main de qui. Nous le faisions en pétrissant le pain, les doigts enfoncés dans le destin d'un autre, modulant sa faim comme des parcs antiques. C'était à nous, dure et odorante comme la croûte du pain que nous faisons, de donner envie aux autres d'être femmes pour nous ressembler, de cueillir les herbes pour guérir et tuer, pour étourdir et apaiser, pour faire l'amour ou la ratatouille. Nous connaissions les secrets des prés et les prés connaissaient le nôtre. Dans ce monde-là, aucune femme n'était putain. Je ne me tairai pas et elle m'écoutera. Et un jour peut-être, quand on croira que tout cordon ombilical a été coupé, elle reviendra vers moi sur le fil d'une histoire. Ce jour-là, nous dirons à haute voix notre nom en entier. Et raconter ne sera jamais plus un jeu d'enfant. Merci beaucoup, Solveig. Alors donc, Angela, nous revenons vers toi pour justement, comme on dit en espagnol, atar los cabos sueltos, c'est-à-dire réunir tous les fils. Et notamment, il y a une partie du livre qui est consacrée, dont tu parles dans ta préface, qui est le terme d'écologie, c'est-à-dire écologie non plus seulement environnementale, mais écologie humaine, sociale, etc., et qui correspond effectivement à ce projet d'ancrer l'homme dans sa réalité humaine, c'est-à-dire quelle est l'interrogation que l'on a sur l'homme, sur l'être humain, et comment tout cela pourra-t-il se placer pour que toutes les potentialités positives puissent être reçues, développées. Oui, le message effectivement que nous envoient les auteurs est très, très fort. C'est que nous sommes tous interdépendants. Nous sommes, nous, déjà, les humains, mais aussi les humains, les animaux, les végétaux, les minéraux. Et cette connexion, cette interdépendance change notre regard. Elle change vraiment profondément notre regard. Donc j'invite d'abord les lecteurs à... Voilà, nous nous sommes sentis aussi, quand on travaillait, avec une interdépendance avec les lecteurs, par exemple. On imaginait quelle avis aurait pu avoir sur tel ou tel texte. Nous avons également, on était à la bibliothèque d'italien, et il y avait Eduardo qui est là, et donc il travaille à la bibliothèque.
Et on posait des questions à Edouard pour voir comment le texte pouvait fonctionner sur d'autres lecteurs. Et donc c'était vraiment, le travail collectif était choral, mais nous l'avons fait vraiment en pensant au lecteur. Et ce dialogue, cette interdépendance qui fait aussi, qui est l'âme de ce livre. Et on voudrait donc que ce soit lu de cette manière. Il y a le dernier point que je voudrais soulever, et je voudrais insister vraiment sur celui-là. Nous en avons parlé quand même en montrant comment vous avez fait vos choix d'auteur, de texte, la perspective qui était ouverte. C'est celle, effectivement, du futur, et d'un futur positif, et d'un bel élan. J'ai été très frappée en lisant les documents que tu m'avais envoyés, par cette perspective magnifique, cet élan, cette espèce, j'oserais dire, presque de joie. Malgré les difficultés, il y a une lucidité par rapport aux documents, rien n'est travesti, je veux dire, mais il y a cet élan magnifique vers un futur qui soit porteur d'espoir. Et ça, je voudrais que tu en dises quelques mots quand même. Oui, on l'a dit d'une certaine manière à travers le choix des textes. En particulier, il y a Laila Badia et Caldas Brito, par exemple, qui arrivent à parler de l'écologie ou de l'écologie sociale avec beaucoup d'humour. Avec beaucoup de... Même parfois, ils atteignent un registre comique. Et c'est très beau, c'est très très beau de parler, d'affronter des problèmes difficiles, des problèmes de tous les jours, des problèmes comme la migration, l'intégration, le dialogue avec les autres différents, le dialogue avec la nature, avec Caldas Brito par exemple. Mais il y a toujours cette veine d'humour, cette écriture joyeuse qui permet de réenchanter le monde. Et de ne pas, et donc d'avoir cette attitude ouverte. Et cette leçon est venue non seulement des auteurs italiens, mais aussi des auteurs italophones. Donc il y a des textes très réalistes, mais aussi des textes qui sont plutôt dans un registre plutôt plus dans le fantastique, on pourrait dire, et qui ouvrent énormément l'imagination du lecteur. Voilà, donc c'est un très beau message. Je te remercie, mais je me souviens d'une phrase de Bayani qui parlait des yeux des jeunes. Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu peux la donner, cette phrase magnifique de Bayani? Oui, gli occhi dei ragazzi si fanno più grandi, si allargano quando io racconto una storia, dice Andrea Bayani. Il dit, quand je raconte une histoire aux jeunes, parce qu'il va souvent dans les écoles, il voit qu'ils agrandissent les yeux deviennent plus grands et sont là presque pour boire, pour absorber les histoires que raconte l'écrivain. Pourquoi les yeux des jeunes deviennent plus grands? Mais parce qu'ils ont besoin de grandes valeurs, ils ont besoin de grandes paroles, de grandes pensées, alors que nous leur donnons, dit Bayani, des petites pensées. Alors là, ils sollicitent beaucoup le corps enseignant, par exemple, qui travaille avec les jeunes, et dit voilà, ayez le courage de donner aux jeunes ce que les jeunes veulent, c'est-à-dire des grands idéaux, et de ne pas tomber dans la banalité ou ne pas être blasé, voilà. Ne pas donner comme acquis certaines valeurs. Et Bayani recentre toute l'attention sur le jeune et sur ces valeurs, des grandes valeurs pour lesquelles il est prêt à entendre. Merci Angela. Alors je pense, merci aussi à toute l'équipe magnifique qui est là ce soir. Je crois qu'effectivement nous arrivons au terme de notre rencontre qui a été particulièrement formidable. Enfin, moi je trouve que je suis très heureuse de tous ces éléments qui vous ont été proposés, de tout ce qui vous a été dit. Je pense que vous avez apprécié aussi. Et donc j'espère que vous aurez le plaisir de découvrir ce magnifique livre qui est arrivé hier en France. Il est arrivé hier, il est là aujourd'hui. Donc c'est magnifique. Ah oui, à Louisiane, il y a une rencontre. D'autre part, Angela, je voudrais que tu parles, parce que là nous étions dans le cadre des préfaces de la comédie du livre. Et par contre, à la comédie du livre, il va se passer certaines choses autour d'eux. Oui,
Et donc il y a effectivement la rencontre prévue le dimanche matin, une rencontre donc organisée par la Comédie du Livre, où avec Baiani et Michela Murgia, et avec les auteurs ici présents, on pourra parler de l'anthologie. Et c'est un partenariat avec la Maison de la Poésie de Montpellier. Donc c'est un rendez-vous important avec les auteurs qui vous parleront eux-mêmes de leur position par rapport à ce livre collectif. Texte qu'on va